La psychiatrie, c'est un lieu qui souffre énormément euh, de connaissances et surtout de traitement de la causalité de la pathologie. C'est-à-dire que au lieu de chercher la cause qui a induit euh, la bouffée délirante ou la dite schizophrénie, je dis la dite schizophrénie parce que c'est une notion qui est tellement vaste et tellement floue, euh, eux ils vont avoir une approche systémique. C'est-à-dire qu'ils vont faire une lecture globale. Ils vont mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire que ils vont pas se dire il faut qu'on étudie de façon différente les différentes causes de la pathologie. Parce que les causes qui peuvent survenir, par exemple, d'un choc émotionnel qui va être extrêmement fort. Il va y avoir la cause qui va survenir d'une prise de cannabis ou de drogue. Et puis, il va y avoir une cause qui n'a une pathologie, une bouffée délirante qui sera sans cause. Sans cause, non, sans choc émotionnel, je veux dire. Donc, on ne peut pas traiter les différentes bouffées délirantes de la même manière. C'est pas possible. Euh, le problème qui se pose parfois, c'est... En fait, on sait une chose en psychiatrie, c'est que la bouffée délirante, le Vidal estime que il y a environ entre 25 et 30%, 33%, je me souviens plus si c'est 25 ou 33% de personnes qui vont faire une seule bouffée délirante dans leur vie. Il y a de 25 à 33 autres pourcents qui vont faire plusieurs bouffées délirantes et se rétablir. Et puis il va y avoir de 25 à 33 autres pourcents, je crois que c'est 33 à chaque fois mais je suis pas sûr, qui vont développer des pathologies comme la bipolarité, sachant que la bipolarité, souvent les gens l'associent à la schizophrénie parce que certains sont bipolaires et ont des symptômes de schizophrénie. Moi, je ne m'y connais pas vraiment dans cette notion de bipolarité, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Il reste que, en psychiatrie, ce qui se passe, c'est que les docteurs sont imbus de leur personne, c'est-à-dire ils sont suffisants, ils sont dans la suffisance. On va dire imbus, non, je vais le mettre entre parenthèses parce que ça c'est un jugement de valeur. En, en tout cas, ils sont suffisants. C'est des personnes qui sont biberonnées aux thèses des grandes industries pharmaceutiques. Il faut savoir que, alors je vous cite pour référence, je le mettrai dans la description, une vidéo qui s'appelle Le marketing de la folie et qui est extrêmement instructive. Elle dure à peu près 3 heures, mais il faut la regarder, c'est important. Elle est très animée, donc ça donne envie de l'écouter. Il faut savoir que, juste pour vous expliquer, hein, je vous donne juste un élément d'explication. Des personnes qui ont créé le manuel de référence des diagnostics, le manuel de diagnostic des maladies mentales. C'est des gens qui ont créé en fait ce manuel de diagnostic des maladies mentales pour y introduire des nouvelles pathologies. Ça se fait par des votes. Et qui sont les personnes qui votent? Les personnes qui votent sont des personnes qui travaillent pour le médicament, pour les médicaments. Donc c'est-à-dire que si il y a un conflit d'intérêt marketing en fait, un conflit d'intérêt commercial, financier si vous préférez. Les grandes industries pharmaceutiques, quand elles créent leurs traitements, c'est pas des médicaments parce qu'ils ne guérissent rien du tout, ils traitent simplement. Eh bien, lorsqu'ils créent leurs traitements, ils vont leur donner des
des indications, c'est-à-dire le traitement va traiter la dépression par exemple, pour ce qui est des antidépresseurs, les troubles obsessionnels compulsifs parfois aussi, etc. 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 Et il y a eu, par exemple, comme le Prozac, si ma mémoire est bonne, qui a été prescrit pour les personnes qui sont obèses. Donc il a été détourné de ses fonctions premières. Tout ça pour se faire un maximum d'argent. Donc lorsqu'ils vont aller voter pour rajouter des pathologies, pour lexicaliser, si vous voulez, de nouvelles pathologies dans le manuel de, de diagnostic des pathologies mentales, c'est-à-dire c'est le livre de référence de la psychiatrie en fait. C'est une sorte de Bible. C'est pas la Bible, c'est pas religieux, mais c'est ce sur quoi les psychiatres se réfèrent. Et bien ce qu'il s'y passe, c'est qu'ils vont voter forcément de nouvelles maladies. À chaque fois, il y a un DSM-1 qui sort, un DSM-2, un DSM-3, un DSM-4, un DSM-5. Au bout d'un certain nombre d'années, il y a un nouveau DSM qui sort. Le DSM, c'est ça. Le DSM, c'est le manuel de diagnostic des maladies mentales, des pathologies mentales. Et, et donc, dans ce livre-là, donc forcément, quand les grandes industries pharmaceutiques y créent des médicaments, des traitements, ils vont vouloir que ça concerne un maximum de pathologies possibles pour gagner un maximum d'argent. Ils ont même référencé le sevrage au café. Je crois que c'est dans le DSM-5, mais je suis pas sûr. Donc, forcément, ils vont rajouter de nouvelles maladies dans le DSM. Donc, c'est-à-dire que ces neuroleptiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques et les anxiolytiques, mais moi je parle plus précisément des neuroleptiques, ils sont prescrits en vue de faire fructifier un commerce. Donc les médecins psychiatres, je disais, ils sont suffisants. Ils sont autosuffisants, suffisants en fait. Et pour leur majorité, non pas pour leur majorité, un certain nombre d'entre eux, enfin, ils ont un discours qui va être en fait systémique. C'est-à-dire qu'ils vont tous tenir à peu près le même discours. Parce que comme je l'ai dit, ils sont biberonnés par ces grandes industries pharmaceutiques qui payent énormément pour justement que leur thèse soit promue, par exemple dans des conférences ou dans des réunions ou dans des brochures. Et pour ne citer qu'un exemple, ce qui s'est passé quand je prenais l'Abilify, qui est un neuroleptique qui peut avoir des conséquences extrêmement dévastatrices, comme la dystonie, la dyskinésie tardive, etc. Les mouvements involontaires, on me disait, ce traitement, c'était assez fou d'entendre ces propos. La psychologue me disait, même la psychiatre me disait, c'est un traitement qui améliore la qualité de vie des patients. C'est complètement délirant en fait. Pour les personnes qui ont une pensée, c'est complètement délirant pour tout le monde en fait, en vérité. Parce que bon, s'il faut considérer sur le principe qu'il y a des pathologies lourdes, comme par exemple des personnes qui ont une schizophrénie qui ne tarit pas même face au traitement. Les plus légers, les modérés, qui ne va tarir qu'avec des traitements extrêmement lourds. Pour ces personnes-là, je n'ai pas résolu encore la question, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut leur donner des traitements. Pour les personnes qui ont déjà commis des crimes, des meurtres et des actes de cette nature-là, il peut paraître utile de leur donner des traitements. Il peut être peut-être utile de leur donner des traitements pour éviter la récidive. Mais pour les personnes qui n'ont pas commis ce genre d'acte, il y a cette idée, chez certains docteurs, si on peut les appeler comme ça, moi je les appelle les charlatans, de penser que quand on va donner un traitement à une personne, eh bien ça va permettre à son esprit de se reposer.
Et donc, en ne nourrissant pas les réseaux neuronaux qui vont être touchés par la crise, ça va peut-être permettre de stabiliser la personne et lui permettre donc d'éviter de faire une rechute rapidement et donc de se stabiliser à plus ou moins moyen et long terme. Est-ce que je suis pour ou contre les neuroleptiques? Je suis contre le fait de l'imposer. On peut l'imposer dans les cas peut-être de meurtre, mais je dis on peut l'imposer peut-être, parce qu'il s'agit d'une véritable torture. Les neuroleptiques sont une torture. Ils annihilent, ils détruisent si vous préférez, ils suppriment en tout cas les émotions, la pensée, c'est-à-dire les gens se sentent vides d'émotions, vides de pensée, démotivés, suicidaires. C'est pas une conséquence de la dépression, ça peut l'être en partie, mais ça n'est pas la conséquence déterminante, c'est-à-dire que la vraie cause du suicide, c'est la prise du traitement neuroleptique qui va faire que vous avez une torture psychologique en fait. Ce sont des traitements qui sont lourds et qui sont extrêmement lourds et il s'agit d'une véritable torture psychiatrique. Avant, on mettait la camisole physique et moi je crois que cette camisole physique est beaucoup plus tolérable qu'il n'y a pas photo que la camisole chimique. Est-ce qu'il faut préférer la camisole physique? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que il vaut mieux. Moi, je suis partisane de cette idée. Je pense qu'il vaut mieux, dans un premier temps, isoler les personnes, chacun dans sa chambre, et évaluer quelle doit être la dose minimale d'efficacité pour telle et telle personne, car la dose minimale d'efficacité n'est pas la même. Tout le monde n'a pas pas le même degré dans la pathologie. Et donc, il y a des personnes qui vont réagir, par exemple, à 5 mg d'Abilify, alors que pour certains docteurs, la dose minimale d'efficacité est considérée à 10 mg, certains vont réagir à 5 mg, et certains ne vont pas réagir à 20 mg. Donc il faudra un traitement adapté, qui va être fondé sur la nature du traitement, qui ne sera pas la bonne, ou alors qui sera lié au dosage du traitement, qui ne sera pas le bon, et pour certains, il faudra un traitement lourd. C'est-à-dire le traitement est lourd par nature, mais un traitement plus dosé, en fait, beaucoup plus dosé pour certains. Pour ce qui est du cas du choc émotionnel, de la bouffée délirante par choc émotionnel, qui est une des plus fréquentes. Je dis une des plus fréquentes sans avoir fait de sondage parce que ça me semble évident en fait, ça me semble de l'évidence. Les personnes qui prennent du cannabis et qui se retrouvent dans les... Après je ne sais pas, hein, mais je veux dire la cause naturelle de la bouffée délirante, la cause la plus probante, pas probante, je viens de me tromper, la cause la plus, la plus probable plutôt, quand on ne prend pas de cannabis, pas de drogue, c'est le choc émotionnel. Donc, ce que eux vont essayer de vous vendre, les grandes industries pharmaceutiques, c'est que lors d'un choc émotionnel, ils disent qu'il y a un dérèglement de la dopamine. Alors, c'est pas un dérèglement, c'est une modification de la libération de la dopamine, C'est très important, la nuance est grande. Pourquoi? Parce que dire qu'il y a un dérèglement, ça veut dire que le cerveau ne fonctionne définitivement plus comme avant. Alors que quand on dit qu'il y a une modification de l'influx dopaminergique, c'est-à-dire que le système dopaminergique à un instant T a décidé de fonctionner différemment parce qu'il y a eu justement un lien causal, c'est-à-dire une cause, à savoir une source de stress ou un choc émotionnel. Mais moi je fais encore la différence entre le stress et le choc émotionnel. C'est deux choses différentes parce que le stress, il va provoquer la bouffée délirante lorsqu'il va être continu, alors que le choc émotionnel, il va survenir à un point, à un moment, et ça va provoquer la bouffée délirante. Et pourquoi je fais la différence? Parce que quand on subit un stress important sur une longue période, donc le système dopaminergique, l'influx dopaminergique
il va se modifier petit à petit et peut-être produire un dérèglement. Alors que le choc émotionnel, ça n'est pas jamais un dérèglement, c'est toujours une modification de l'influx dopaminergique. Donc je disais, moi je suis pour le fait qu'on enferme des personnes dans des pièces pour le temps de trouver la dose minimale d'efficacité. Parce qu'on ne peut pas, non, on ne peut pas donner la même dose à des patients. Généralement, c'est ça, hein, vous entrez en psychiatrie, c'est 20 mg d'Abilify qu'on vous donne. Alors moi, j'avais demandé au patient, alors combien tu prends, toi quel traitement tu prends? Il me répondait Abilify, Abilify, Abilify. C'était 20 mg pour la majorité des personnes. Donc, et puis, ce qui se passe une fois que vous avez, vous êtes vous avez des effets secondaires, alors ils vont vous dire, alors ça c'est la maladie, c'est la bouffée délirante, c'est la schizophrénie, parce que certains vont très vite, ne vont pas faire la différence entre bouffée délirante et schizophrénie. Certains même vont aller jusqu'à l'erreur de diagnostic et la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils vont s'avancer sur des éléments qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils sont docteurs, ils vont vous le dire et vous l'affirmer de façon très arrogante. Ils vont vous dire, voilà, par exemple, moi à un moment donné, c'était la deuxième hospitalisation que j'avais, parce que j'ai subi un énorme choc émotionnel sur la base de menaces de mort de quelqu'un qui a déjà tué qui me disait avoir déjà tué des personnes, qui travaillaient pour la police. Et donc, je me suis dit, les menaces sont susceptibles de m'arriver. Et dans le cas où on risque véritablement, on pense risquer véritablement la mort, dans le cas où, je répète, on pense risquer véritablement la mort, et bien forcément, le système de défense va se produire. On ne va plus dormir pour pouvoir être à l'affût de toute tentative de meurtre, de tout risque d'assassinat en fait. C'est dans le cas où le corps est très angoissé en fait, il va produire des substances pour ne rester éveillé et pouvoir se défendre en cas où il venait à être attaqué en fait. Donc les docteurs, je disais, ils vont nier les effets secondaires des traitements en vous disant ça vient de vous-même. Moi, la docteur allait jusqu'à me dire, entre vos deux bouffées délirantes, vous n'avez pas, vous n'êtes pas revenu en état de stabilité. Alors que je l'avais été pendant 6 mois. J'avais pris un neuroleptique, un comprimé déjà, qui m'avait fait revenir sur Terre. Et puis, non, c'était une piqûre d'une seule dose qui m'a fait revenir, qui m'a fait euh, me, me calmer de l'angoisse que je subissais et que je vivais. Et donc, elle m'a dit non, vous n'êtes jamais revenu à la stabilité, alors que on est bien conscient, hein, quand on a une bouffée délirante, à quel moment on stabilise et à quel moment on ne stabilise pas. J'avais été parfaitement stabilisé pendant 6 mois. Alors elle m'a posé un diagnostic qui a été ensuite contredit par la suite, qui avait été un diagnostic de schizophrénie. Et ensuite, par la suite, on m'a dit, deux docteurs m'ont dit non, c'est pas une schizophrénie, c'est une bouffée délirante pour une part, pour une personne m'a dit ça. Et une autre personne m'a dit non, ce n'est pas une bouffée délirante, mais il y a eu des éléments de délire. Mais la docteur qui m'avait posé ce diagnostic était d'un entêtement sans commune mesure, et puis surtout, comme je le dis, d'une suffisance, surtout, d'une suffisance sans commune mesure. D'une arrogance, surtout, ce qui était le plus marqué, il était parfois agressif dans ses propos. Donc je disais, alors ils vont vous dire les effets secondaires viennent de vous. En fait, il n'y a pas d'effets secondaires, ils vont vous dire ça vient de la maladie. Les symptômes de repli, d'isolement, ça vient de vous. La dépression, ça vient de vous. La démotivation, ça vient de vous. Le manque d'émotion, ça vient de vous. C'est la maladie. Le manque de pensée, et ben, ça, ils n'avaient pas d'explication, mais ça vient de vous. C'est un trouble cognitif qui vient de la maladie mentale. Donc tout venait de moi, et même les envies de suicide venaient de moi, enfin, de la dépression, d'après eux. Donc ils n'admettent rien. Et même lorsque j'ai toujours des mouvements involontaires, en raison de ces traitements, le docteur m'a dit ça vient de vous parce que vous faites un rejet du traitement, alors que je lui disais que c'est un très bon traitement parce que l'on m'a fait un gros lavage de cerveau sur une période de 2 ans.
et que pendant 2 ans, j'ai dit